On a le plaisir d'accueillir Didier Roux. Alors, Didier Roux, que j'ai connu pendant ces années où il était directeur de l'innovation et de la R&D dans le groupe Saint-Gobain. Mais Didier Roux, c'est aussi un membre du Centre national de la recherche scientifique de 1980 à 2005. Il a un nombre assez incroyable de distinctions et d'honneurs. Didier Roux est membre de l'Académie des sciences. Didier Roux est membre de l'Académie de technologie. Il est également président du conseil scientifique de l'école des ponts Paris Tech. Et à ce titre, il nous fait la sympathie de nous rejoindre et de nous donner cet après-midi sa vision sur les transitions énergétiques et climatiques et quels défis cela représente pour le marché de la construction. Didier a également créé des startups en 94 et 98 et est très actif dans le monde du bâtiment et le monde associatif. Voilà, Didier, c'est un plaisir de t'accueillir. Je te donne la parole maintenant pour ta présentation. Merci Frédéric, merci Dominique. Donc, je vais partager l'écran, voilà, et envoyer ma présentation, ce qui devrait être visible maintenant, et le mettre en plein écran. Voilà. Donc, Frédéric, peux-tu me confirmer que tout est en ordre ? Tout est en ordre. Parfait, bien sûr. Bon, bonjour à tous. Je vais effectivement, pendant une demi-heure, je vais vous faire une petite présentation sur le lien qu'il y a entre énergie et climat et un point focalisé sur le rôle du bâtiment dans cette affaire, qui est une affaire qui nous préoccupe tous. Alors, je vais commencer par quelque chose que vous connaissez bien, ou si vous ne le connaissez pas, vous allez le revoir probablement plusieurs fois au cours de ces sessions. C'est les courbes de projection de l'évolution de la température planétaire en fonction du temps, fait par le GIEC, qui donc, je vous rappelle, est une compilation des travaux scientifiques. Le GIEC ne fait pas de recherche lui-même, mais il compile les travaux scientifiques des autres. Alors, comme vous le voyez, toutes les courbes se situent entre deux extrêmes, la bleue et la rouge. La bleue, c'est en gros quelque chose qui n'arrivera pas, qui est si on arrêtait aujourd'hui d'émettre du CO2 et que la quantité de CO2 resterait au pic actuel et diminuerait avec le temps. Ça voudrait dire zéro émission, ou ce qu'on appelle une neutralité d'émissions carbone dès maintenant. On sait déjà que ce n'est pas le cas et ça ne sera pas, puisque, comme vous le savez, les plus optimistes visent une neutralité carbone au plus tôt en 2040 ou 2050, on y reviendra. Donc, c'est le mieux qu'on puisse faire pour préserver le climat. La courbe rouge, c'est la courbe qui correspond à ce qui se passe si on suit la trajectoire actuelle. Je vous rappelle qu'actuellement, si on ne fait rien, la trajectoire actuelle risque de s'aggraver encore. Donc, ce n'est pas le plus pessimiste. Hein. Mais c'est en gros, si on ne fait rien, on laisse les choses aller comme elles sont et sans faire beaucoup d'efforts. Et ça donne la courbe rouge qui amène, donc, comme vous le voyez ici, en 2100, à 4 degrés par rapport à la référence, même 5 degrés par rapport à la référence, qui, je le rappelle, la référence, c'est avant le début des émissions carbone humaines, c'est-à-dire finalement tout au début du 19e siècle. Donc, 4 degrés plus 1, ça fait 5 à peu près, puisqu'on a déjà fait 1 degré. Alors, vous pourriez me dire 4 ou 5 degrés, ce n'est pas grand-chose. Je suis bordelais. La semaine, il y a 15 jours, il faisait 25 degrés. Aujourd'hui, ou les jours précédents, il fait 12 degrés dans l'après-midi. Ça fait presque 10 degrés d'écart, même plus. Et voilà, 4 degrés, ce n'est pas grand-chose. Alors, pour savoir si 4-5 degrés, c'est grand-chose ou pas, on va revenir dans le passé, parce que la planète a déjà eu des changements de température moyenne de plus de 5 degrés. Alors, je vais vous juste demander 2 graphes qui se retrouvent assez souvent. C'est la cartographie de l'Europe aujourd'hui avec le climat que nous avons aujourd'hui. Et puis, la même, il y a 20 000 ans, avec 5 degrés de moins. La planète avait 5 degrés de moins à l'époque. 5 degrés de moins, donc on parle exactement du même ordre de grandeur de ce qui se passerait en 2100 si nous ne faisons rien. Et vous voyez que l'Europe, il y a 20 000 ans, avec 5 degrés de moins pour la planète, eh bien, c'est un changement profond, puisque vous avez une grande partie de l'Europe du Nord qui est sous la glace. Ce que vous voyez en bleu, c'est les profondeurs de la glace. 1000 mètres, 2500 mètres, c'est les profondeurs de glace. Vous voyez que l'Angleterre est quasiment
plus de la moitié de l'Angleterre est sous la glace, que tous les pays du Nord, la Scandinavie, etc., sont sous 2000 ou 1000 mètres ou 2000 mètres de glace, que les Alpes ont envahi à peu près la Suisse et une partie de l'Autriche, pour ne pas dire plus, au niveau de l'Italie du Nord. Bref, vous voyez que 5 degrés dans le climat, c'est toute la différence qu'il y a entre ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la météo. 10 degrés d'écart d'une semaine à l'autre dans la journée, c'est de la météo. Par contre, 5 degrés sur le climat en moins, c'est une toute autre configuration climatique au niveau de nos territoires. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que 4 ou 5 degrés, ce n'est pas juste la même chose que ce que vous ressentez, vous, avec 4 ou 5 degrés. Alors, je reviens aux énergies. Bon, les énergies, on les classe généralement pour des raisons évidentes entre les énergies renouvelables à gauche et les énergies non renouvelables à droite. J'ai écrit les principales énergies que vous connaissez, que nous utilisons sur Terre. L'énergie servant essentiellement à produire du travail, ce qui fait que l'homme a un moyen de démultiplier ses capacités d'action, donc son travail, à travers évidemment des sources d'énergie dont nous allons voir leur origine. La grande partie vient du Soleil. Alors, les renouvelables, c'est très clair, hein, c'est celles dont, sur la durée de temps de leur utilisation, le stock se refait naturellement. Voilà, donc ça, c'est la définition de renouvelable. La biomasse, c'est vrai à condition qu'il en pousse autant qu'on en consomme. L'hydraulique, c'est parfait. Vous videz les barrages, ils se remplissent tout seuls sous l'action de l'évaporation de l'eau et de la pluie, et ainsi de suite. Bon, le Soleil, on pourrait dire que le Soleil n'est pas vraiment renouvelable, puisqu'un jour il disparaîtra, mais enfin, disons, à l'échelle de temps de la vie de l'homme, il est renouvelable, et d'autant plus que si le Soleil disparaît, les conséquences, ça ne sera pas simplement un léger changement climatique. Alors, le non renouvelable, vous les connaissez, c'est avant tout les énergies fossiles. Alors, les énergies fossiles se renouvellent. Elles proviennent de la décomposition des matériaux organiques sur des temps très très longs, des centaines de milliers, voire des millions d'années. Mais évidemment, on les consomme beaucoup plus vite qu'elles ne se reproduisent, donc elles sont considérées comme non renouvelables. C'est-à-dire qu'on aura épuisé le stock en quelques centaines d'années, stock où il aura fallu des centaines de milliers d'années pour le constituer. Voilà. Et puis le nucléaire, qui lui non plus n'est pas renouvelable, puisqu'il consomme un minerai qui est radioactif et dont la radioactivité décroît avec le temps. Bon, je ne rentrerai pas dans les discours entre les neutrons rapides et pas les neutrons rapides et les sources d'origine nucléaire, mais voilà, en premier lieu, le nucléaire non plus n'est pas renouvelable, même s'il y a des ressources qui sont, selon les technologies, assez importantes. Alors, le point important, c'est d'abord de réaliser que l'ensemble de ces énergies, sauf le nucléaire, dont je viens de vous parler, viennent d'une même source qui est le Soleil. Toutes les énergies que nous utilisons, d'une façon directe et indirecte, proviennent du Soleil. La biomasse, bien évidemment, pour faire pousser les plantes, le vent qui vient des différences de température à bas niveau. Alors, en très haute altitude, il y a du vent qui vient de la rotation de la Terre, mais sinon, le vent vient essentiellement des différences de température locales qu'il y a sur la planète et donc de mouvements de dépression vers de basse pression vers les hautes pressions. L'hydraulique, comme je vous l'ai dit, c'est le Soleil qui fait évaporer l'eau qui retombe dans des réservoirs et dont on utilise par gravité le travail pour fabriquer de l'électricité. Et puis les non renouvelables elles-mêmes, les énergies fossiles, sont d'origine solaire puisqu'elles proviennent de la décomposition de la biomasse à différents stades de la réduction, puisque c'est chimiquement une réduction qui se passe vers du carbone pur, qui est, disons, le charbon, même s'il n'est pas pur, avec des différentes étapes qui peuvent aller jusqu'au gaz, où là, on a le nec plus ultra de la réduction avec du CH4, donc du méthane, qui correspond aux molécules les plus réduites avec de l'hydrogène. Voilà. Alors, il faut se rendre compte que l'énergie n'est pas produite par l'homme. Ce n'est pas l'homme qui produit l'énergie. Ce que fait l'homme, c'est qu'il se contente d'avoir accès à cette énergie et de la transformer dans une énergie utilisable pour ce dont il a besoin de faire. Donc faire du travail, transporter des biens et des personnes, ou faire de la chimie, des usines, etc. Et que là, vous n'avez pas besoin de comprendre cette slide, mais c'est une transformation des énergies fossiles typique, où vous avez d'un côté le stock, donc, qui existe, donc qui n'est pas créé par l'homme, mais l'homme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va extraire le stock et le mettre en forme, entre guillemets, ou sous une forme utilisable pour la société. Donc, on ne fabrique pas de l'énergie, on transforme de l'énergie d'une forme à une autre qui est utilisée. Comme vous le savez aussi, cette forme, une fois utilisée, c'est aussi une transformation d'énergie. On ne consomme pas l'énergie, on la transforme dans quelque chose qui est au départ utilisable et ensuite moins utilisable, très souvent de la chaleur ensuite.
Alors, si on regarde la consommation d'énergie mondiale, on voit très bien, ici vous avez depuis le 19e siècle la consommation mondiale, vous voyez qu'elle a subi une très forte augmentation depuis la fin du 19e siècle, et cette augmentation, alors maintenant tout le monde sait ce que c'est qu'une exponentielle, grâce ou à cause de la pandémie, mais c'est une croissance effectivement quasiment exponentielle et qui, par naissance, a une corrélation très forte avec la courbe suivante, où j'ai superposé d'un côté la consommation d'énergie totale du monde avec la population mondiale, l'évolution de la population mondiale. Et vous voyez donc au premier ordre, la courbe rouge qui est la population mondiale et la courbe bleue qui est la consommation d'énergie mondiale, eh bien, elles suivent des traces qui semblent, en adaptant bien les échelles bien évidemment, qui semblent à peu près similaires. Donc globalement, l'énergie augmente avec la population. Mais vous pouvez diviser l'une courbe par l'autre pour voir le second ordre, pour voir ce qu'il y a derrière cette, semble-t-il, croissance continue. Et là, on a des choses intéressantes, c'est quand on divise l'un par l'autre, donc ça veut dire par exemple qu'on calcule la quantité d'énergie par personne au niveau mondial, donc on divise la quantité d'énergie par le nombre de personnes, eh bien vous apercevez que ça continue à augmenter, donc on consomme de l'énergie un peu plus vite que le renouvellement des populations, que l'augmentation des populations, et surtout, et de façon non négligeable, vous voyez que c'est quand même un facteur, alors évidemment, ce n'est plus des facteurs 100 ou 1000, mais c'est un facteur quand même 4 ou 5 dans la période de temps. Donc, chaque habitant aujourd'hui consomme 4 ou 5 fois plus d'énergie qu'au début du siècle dernier. Et vous voyez qu'il y a deux périodes qui sont à peu près plates, où on a eu une pause à l'augmentation de la consommation d'énergie par personne. C'est des périodes de grande crise économique, les années 20 à 40 jusqu'à la guerre de 40, qui évidemment ont été des années où l'économie a patiné. Hein. Vous avez tous entendu parler de la crise de 29 et bien évidemment la Seconde Guerre mondiale. Et puis l'autre période assez plate, qui est quasiment du même ordre, hein, c'est non négligeable, c'est la période de 1980 à l'an 2000, qui elle aussi correspond à une modération de la consommation énergétique par personne pour avoir une reprise ensuite. Bien. Et on verra que dans les années évidemment 2020-2021, on aura aussi probablement une pause liée à la pandémie. Donc vous voyez que, à part les crises économiques, il n'y a rien qui réellement freine l'augmentation de la consommation par période, par personne, et j'y reviendrai à la fin. Alors l'autre corrélation qui est intéressante à faire, c'est la corrélation entre la consommation énergétique et le PIB des pays. Donc là, vous avez la consommation énergétique du monde en fonction le PIB du monde en fonction de la consommation énergétique du monde, et vous voyez que c'est quasiment linéaire. C'est-à-dire que plus les pays consomment de l'argent, ou alors, le PIB, comme vous le savez, il y a toujours une discussion de savoir si ça représente réellement la richesse des pays. Il y a tout un discours en fonction de ce que représente le PIB réellement. Mais si on considère que c'est la richesse des pays, vous voyez que plus on est un pays riche, plus on consomme d'énergie. Bon, vous le savez très bien, les pays occidentaux, les États-Unis consomment plus d'énergie que les pays en développement. La Chine augmente fortement par habitant sa consommation énergétique du fait de son élévation du niveau de vie, etc., etc. Donc il y a quand même une relation directe et donc linéaire entre la consommation énergétique et le PIB. Alors, j'ai très longtemps expliqué à mes étudiants que, alors j'ai fait de la physique statistique, hein, je suis un spécialiste des matériaux, et dans la physique statistique, vous savez très bien que les fluctuations, c'est ce qui fait, par exemple, changer de phase les objets, ou c'est un élément très important de la description de la matière. Et très souvent, j'avais l'habitude de dire à mes étudiants qu'il y avait plus d'informations dans les fluctuations que dans les valeurs moyennes. Donc, je vous ai jusqu'à présent présenté des valeurs moyennes. Donc là, je vous représente une courbe qui est la même, c'est-à-dire alors je l'ai mis en émission de CO2. Hein. On verra pourquoi énergie et CO2 sont très proches, mais vous l'avez déjà en tête. Émission de CO2 par habitant en fonction du PIB par habitant de pays. Et vous voyez que j'ai mis les pays, je n'ai pas fait la moyenne au niveau du monde. Et ce qui est intéressant comme ça en échelle log, vous voyez que ça, c'est un facteur 10. Donc vous voyez qu'en gros, certes, la corrélation, on la retrouve. Plus en moyenne les pays
ont une émission de CO2 importante, ils ont en même temps et de façon corrélée un revenu par habitant important. Donc, plus les pays sont riches, plus ils émettent du CO2, ils consomment de l'énergie. Mais vous voyez quand même que le fait qu'il y ait un facteur 10 d'épaisseur des fluctuations, c'est-à-dire qu'entre les pays les plus gourmands et les pays les moins gourmands, à revenu égal, il y a à peu près un facteur 10 des émissions de CO2. Alors, pourquoi je mets ça? Parce que malheureusement, très souvent, beaucoup de personnes, et pas des moindres, s'arrêtent sur les valeurs moyennes en disant, vous voyez, cette corrélation fait que la seule façon de faire baisser le CO2, c'est au bout du compte de faire de la décroissance. Eh bien, cette courbe, en quelque sorte, démontre qu'il y a d'autres façons que de la décroissance. Il y a simplement d'aller vers le bas, c'est-à-dire des pays qui, au même niveau de croissance économique, émettent moins de CO2 que des pays qui, au même niveau de croissance économique, en émettent beaucoup plus. Alors, ce qui est un peu embêtant dans les pays qui en émettent beaucoup, c'est que c'est des gros pays, l'Inde, la Chine, les États-Unis, des gros acteurs, mais n'empêche qu'on voit bien que si on tire tout le système vers le bas tout en gardant le niveau de croissance économique des autres, eh bien, on peut quand même gagner presque, alors pas sûr qu'on gagnera un facteur 10, mais on peut certainement gagner un facteur important dans les émissions de CO2 sans être obligé de considérer que la seule façon, c'est de faire baisser le PIB. Voilà, je voulais montrer cette courbe parce que, à mon avis, elle n'est pas suffisamment présentée, elle correspond à la réalité, et tout le monde parle de la valeur moyenne, alors que c'est intéressant de voir qu'il y a des différences entre les pays. Alors, l'autre information que je voudrais vous faire passer, qui me semble très importante, c'est celle-ci, c'est le temps qu'il a fallu pour faire des changements assez importants de montée en puissance de nouvelles énergies. Donc, j'ai pris un certain nombre d'énergies et j'ai regardé sur l'échelle de temps combien de temps ces énergies ont augmenté avant d'arriver à un plateau. Et comme vous le voyez, ben, ce sont des échelles de temps extrêmement importantes, que ce soit pour le charbon, que ce soit pour le gaz, que ce soit pour le nucléaire. Il faut environ 50 à 60 ans entre le moment où vous commencez à utiliser ces énergies de façon importante et le moment où elles sont en quelque sorte matures. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ces courbes? D'abord, on apprend une chose qui était sous-jacente à ce que je vous ai montré, mais que sur laquelle je n'ai pas vraiment insisté, c'est voici les énergies primaires au niveau mondial en pourcentage d'utilisation pour le monde. Vous voyez que le charbon, le pétrole et le gaz naturel restent, et de très loin, 80%, plus de 80%, les énergies fossiles correspondent à l'utilisation énergétique aujourd'hui. Le monde aujourd'hui utilise encore environ 80 à 85% d'énergie fossile. Donc, lorsque on parle de zéro émission, vous voyez qu'il y a du chemin à faire parce qu'on est très, 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 très loin d'être à zéro émission. Donc, c'est la première notion qu'il faut garder en tête, c'est que quoi qu'en disent les uns et les autres, l'objectif de la neutralité carbone, même si elle consiste à capter quand même du CO2, fait que aujourd'hui, nous en sommes au niveau de la planète extrêmement loin. La deuxième, c'est la remarque que je vous ai faite à la fin, c'est les temps caractéristiques d'évolution des systèmes énergétiques qui sont plutôt de 30 à 50 ans que de 10 ou 15 ans. Donc, on va le revoir à la fin, mais l'évolution que l'on peut penser possible à l'échelle, nous sommes en 2021, les gens visent la neutralité en 2040, c'est-à-dire dans 19 ans au niveau de l'Europe, par exemple, eh bien, il faut savoir que ce sont des échelles de temps qui, pour ce qui concerne les systèmes énergétiques, restent extrêmement courts. Ça met beaucoup, beaucoup plus de temps que 10 ou 15 ans pour transformer un système énergétique d'un pays en un autre. Voilà. Alors, quelques rapides focus, extrêmement brefs, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, sur le rôle du bâtiment dans tout ça. Alors, voilà la population mondiale telle qu'elle est vue entre 1950 et 2000, maintenant, on va dire à peu près maintenant. Vous voyez qu'elle augmente, elle est passée de 2,5 milliards à 7 milliards en échelle de finalement 60-70 ans, et que ce qui est important, c'est que cette population mondiale se répartit entre les villes, 54% de la population mondiale habite en ville aujourd'hui, 46% en milieu rural, et si on prend l'extrapolation à l'échelle qui nous intéresse, donc de 2050 par exemple, c'est-à-dire dans 30 ans, vous voyez que cette population mondiale est presque arrivée à 10 milliards,
Bon, et ça, c'est des prédictions qui sont assez faciles à faire parce que les mouvements de population sont quand même, sauf catastrophe, assez prédictibles. Et donc, le monde est parti vers 10 milliards d'habitants. On pense que ça saturera petit à petit après, mais pour le moment, on est quand même parti vers 10 milliards d'habitants en 2050. Et vous voyez que de façon intéressante, il y a aussi des mouvements forts, particulièrement puisque ces mouvements ont déjà eu lieu dans les pays occidentaux, dans les pays en voie de enfin, en train de se développer, c'est plus en voie de développement, en train de se développer, les populations allant du rural vers la ville augmentent, les mouvements de population augmentent, et on aura 66% en milieu urbain pour 34% en milieu rural. Et ce qui est intéressant de voir, si on prend comme base 2010, c'est que vous voyez qu'entre, pour ce qui concerne le milieu urbain, entre 2010 ou 2020 et 2050, donc 2010 à 2050, eh bien, la quantité de population en milieu urbain aura doublé. Ce qui veut dire, d'un point de vue pratique, que dans 30 ou 40 ans, il y aura 2 fois plus d'habitants en ville que ce qui a été construit depuis le début de l'humanité sur la planète. Donc, on va doubler le nombre de villes, si vous voulez, ou d'habitants en ville à l'échelle de 30 ou 40 ans. Évidemment, ce doublement ne se fera pas partout pareil. En Occident, il n'y aura pas de doublement, il y aura encore des mouvements, mais on arrive à peu près à la fin de cette évolution. Par contre, les grands mouvements vont se faire évidemment en Asie et en Afrique, où il y aura des mouvements très forts de population. Et vous voyez donc qu'en ce qui concerne la construction, le monde est divisé en deux. Vous avez les pays matures, dont le problème est essentiellement de rénover l'habitat existant, et d'en construire un peu, mais de rénover, et les pays en développement, dont l'essentiel de la problématique, c'est de construire des villes nouvelles. Voilà, je voulais souligner ça parce que c'est quelque chose qui est irréversible et lié aux évolutions de la population. Alors, prenons le monde occidental tel qu'on le connaît. Vous voyez qu'au niveau, vous avez une répartition des consommations énergétiques pour l'Europe. J'ai pris pour l'Europe au niveau des 3 grands domaines, les bâtiments, le transport et l'industrie. Et vous voyez que les bâtiments eux-mêmes, au niveau consommation énergétique, font près de la moitié, au moins en Europe, de la consommation énergétique, entre 40 et 45%. Pour les transports, on est autour de 25%, et pour l'industrie, autour de 30%. Donc vous voyez que la très grande majorité de l'énergie, elle est pour chauffer ou refroidir nos bâtiments. Je parle évidemment que de maintenir les bâtiments en état d'être confortables. Je ne parle pas de la consommation des usines, qu'on se retrouve évidemment dans l'industrie. Donc vous voyez que les pays occidentaux, c'est vrai pour l'Europe, mais c'est vrai aussi pour les États-Unis, dépensent une grande partie de leur énergie, et au niveau des émissions de CO2, on est entre 25 et 30%, et donc d'une grande partie de leurs émissions de CO2 pour maintenir les bâtiments dans une situation confortable. Et c'est ça, évidemment, l'enjeu très fort des pays occidentaux quand je parlais de rénovation. Alors, juste pour vous faire un exemple, je prends la France comme exemple, voyez ici les consommations par différents postes de l'habitat. Là, je parle uniquement des habitats non professionnels, hein, donc des appartements et des maisons. Eh bien, voyez que l'ancien, c'est-à-dire encore aujourd'hui la grande majorité de nos bâtiments, consomme pour le chauffage, c'est le bleu ciel, plus de 300 kWh par mètre carré et par an. Le reste de la consommation, c'est essentiellement le matériel électrique, hein, les télévisions, les ordinateurs, les machines à laver, etc. Le reste, eau chaude sanitaire et électricité hors matériel électrique, donc essentiellement l'éclairage, ça reste petit. Par contre, le chauffage est une très grande partie. Et vous avez les différentes réglementations thermiques 2005-2012, et j'ai pris comme objectif le plus sévère, qui est ce qu'on appelle le règlement des maisons passives, hein, qui nous vient d'Allemagne. Et vous voyez que énormément, de façon absolument spectaculaire, la consommation au niveau du chauffage diminue fortement, essentiellement par amélioration de l'isolation des bâtiments. Donc, vous voyez qu'en ce qui concerne le bâtiment neuf, si on prend le cas de la France et la dernière réglementation qui s'applique, qui est la RT 2012, eh bien, vous voyez que on a résolu le problème, on croit avoir résolu le problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le poste le plus consommateur d'énergie, qui est le chauffage du bâtiment, pour ce qui est des habitats en particulier, a chuté de façon spectaculaire par les réglementations. Alors après, il y a des discours, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce que c'est appliqué, on peut dire. Le problème, c'est qu'évidemment, ça ne touche qu'une toute petite fraction de l'ordre du % par an
des habitats et que la grande majorité des habitats existent et existeront encore. Comme je le dis souvent, quand dans 30 ou 40 ans, nous sommes en 2050, vous visiterez Paris, ben vous visiterez une ville qui sera probablement très proche de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc il ne faut pas croire que le bâtiment ancien va être remplacé par du bâtiment neuf. Le bâtiment ancien va perdurer, d'où les grandes problématiques autour de l'innovation, autour de la rénovation. Donc, je vais passer cette slide pour aller un peu plus vite sur quelques pistes d'innovation. Alors évidemment, ces pistes d'innovation, comme vous l'a dit Frédéric, j'ai été le patron de la recherche et de l'innovation du groupe Saint-Gobain pendant 12 ans, donc je vais reprendre évidemment des améliorations qu'on en fait, des innovations que nous avons faites à Saint-Gobain. Bien évidemment, des tas d'entreprises, y compris des entreprises concurrentes, ont elles aussi fait des innovations. Il n'y a pas que Saint-Gobain qui innove, bien évidemment. Alors, je vais commencer par la première parce que c'est la moins évidente. La première innovation, qui ne devrait pas l'être, mais qui en est une, ça a été de mettre au point des techniques de mesure de l'efficacité énergétique des bâtiments. En effet, de façon assez surprenante, bon, moi je suis physicien de formation, de recherche, et quand j'ai découvert ce monde du bâtiment, j'ai trouvé un monde qui passait son temps à faire des simulations de ce que les choses devaient être, mais qui ne mesurait rien. C'est-à-dire qu'on faisait des calculs pour dire ce qu'un bâtiment, par exemple, qu'on devait consommer s'il était conçu comme ci ou comme ça ou comme d'une autre façon. Mais une fois que le bâtiment a été construit, personne ne mesurait rien ou pratiquement rien. Donc, on a mis au point une technique très simple, basée sur ce qu'on appelle les techniques de perturbation, qui consiste essentiellement à mesurer les pertes thermiques d'un bâtiment par des techniques de perturbation. Alors, ça consiste essentiellement à donner un coup de chaud et couper le chauffage et regarder comment le chauffage fait monter la température et ensuite regarder la relaxation de descente de température du même bâtiment. Et avec maintenant des techniques qui durent que quelques heures, là je vous en ai représenté une sur 6 heures, mais maintenant on arrive à faire ça en 2 heures, eh bien on arrive à mesurer le coefficient de perte thermique du bâtiment, ce qu'on appelle le U, l'enveloppe, la partie thermique de l'enveloppe du bâtiment, chose qu'on ne fait pas, qu'on ne faisait pas et qu'on ne continue à pas faire, même si petit à petit, de plus en plus de réglementations s'intéressent à la capacité de mesure. Voilà. Alors, évidemment, les isolants, là aussi, il en existe des tas de sortes. Je vous donne juste un exemple d'un isolant innovant. C'est ce produit qui a été développé par Isover, qui s'appelle Isovip, qui est un isolant sous vide très très mince, qui est parfaitement adapté à la rénovation des habitats relativement chers des centres-villes, on va dire en Europe, plutôt des centres-villes en Europe, qui a un coefficient thermique extrêmement bas. Juste pour vous montrer le coefficient thermique, vous avez les coefficients thermiques de conductivité thermique des différents matériaux. Vous les avez à droite, fibre de bois, laine de roche, laine de verre, etc. Et vous voyez Isovip qui est complètement sur la gauche. Et c'est un matériau qui est très, très bien adapté à la rénovation de l'habitat ancien. Par exemple, je vous parlais de Paris, on ne va pas démolir les immeubles haussmanniens, c'est un matériau adapté aux immeubles haussmanniens. Voilà. Un autre matériau qui a été développé par Saint-Gobain, c'est un matériau qu'on appelle électrochromique, c'est-à-dire qui change de teinte avec de l'électricité, qui permet de passer de foncé pour empêcher la lumière de rentrer à complètement clair. C'est un matériau qui est continué à développer, qui se développe un peu partout, d'abord aux États-Unis, mais qui petit à petit vient en Europe. Voilà, un exemple d'une réalisation faite avec ce verre électrochromique de Saint-Gobain. La société qui fait ça s'appelle Sage, mais elle a aussi des sociétés concurrentes qui font le même type. Alors, juste pour que vous sachiez, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que c'est que ce verre qui change de teinte? C'est une batterie. C'est une batterie qui se charge et qui se décharge, où vous avez des ions à l'intérieur de cette batterie qui changent de couleur, qui absorbent ou n'absorbent pas la lumière, et c'est ce qui donne, vous avez une petite batterie en surface tout au long du matériau qui est transparente lorsqu'elle est déchargée et opaque lorsqu'elle est chargée. Voilà. Alors, si on fait le résumé, puisqu'il me reste 5 minutes, des bonnes et des mauvaises nouvelles. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle. Vous avez ici la courbe de l'utilisation énergétique par personne en fonction du temps au niveau mondial. Je vous ai dit que ça montait, la quantité d'énergie au niveau mondial, mais si vous divisez par le nombre de personnes, ça a quand même une petite tendance à descendre. Pas négligeable, hein, on est sur un facteur, pas 2, mais sur 40-50% de moins, en fonction de si vous êtes dans les pays de l'OCDE, où là, ça descend moins que dans d'autres, par personne. Donc là, on voit qu'il y a un petit effort, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, c'est l'objectif, ce que je vous ai appelé la neutralité carbone
dont on a parlé en 2050. Donc, vous voyez que cette neutralité carbone, elle consiste à réduire tous les postes d'émissions de CO2. Et pour ce qui n'est pas, parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas à zéro émission de carbone, eh bien, faire ce qu'on appelle des puits de carbone, qui sont essentiellement de faire pousser de la végétation, pour une grande part, et un peu de stocker le CO2, mais ça sera très faible pour le stockage de CO2. La meilleure façon et la seule, et elle a quand même une limite de stocker le CO2, c'est de faire pousser de la végétation, qui consomme donc du CO2. Et ça permettrait d'avoir une émission de l'ordre de 50 en millions de tonnes de CO2 au niveau mondial, avec, enfin, au niveau de la France, excusez-moi, c'est la courbe française, avec une compensation par des puits de carbone qui permettent de compenser. Alors, est-ce que c'est envisageable aujourd'hui d'atteindre cette cible? Eh bien, vous voyez la première courbe qui consiste quand même à regarder le nombre de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie. Ben, vous voyez que l'objectif était fixé à 23% en 2020. Vous voyez que nous sommes à 17,2 en 2019. La courbe verte par rapport à la courbe bleue en pointillé, et puis le trait rouge qu'on devrait atteindre, vous voyez qu'on n'a pas fait moins de la moitié du chemin. Donc, il nous reste quand même du chemin à faire, même si on en a fait un peu. Et puis, vous avez, c'est une illustration pour moi qui est terriblement négative, vous avez ce que l'État dit qu'il fait et présente ce qu'il fait. Donc ça, cette courbe, elle est extraire. Vous pouvez la retrouver sur le site du ministère. Hein. J'ai cité le site web sur lequel c'est un site officiel du ministère de l'écologie solidaire. Hein. Donc c'est le site, ce que représente la stratégie dite la stratégie bas carbone de la France. Donc en 2015, on a fait voter une loi. Donc vous voyez 2015, vous avez deux choses, la hauteur des émissions, et puis vous avez une courbe verte qui était la trajectoire en 2015 de la loi, que fixait la loi à atteindre en 2030. Vous voyez qu'on n'est pas à zéro. Hein. Regardez l'échelle, en 2030, on était encore à 300 millions de tonnes d'équivalent CO2 émis en France. Ça, c'était la trajectoire prévue par l'État. Et si vous vous replacez à la nouvelle loi qui a été votée en 2019, donc 4 ans après, vous regardez les résultats de ce qu'on a fait, ben, on n'a pas fait grand-chose, on n'a surtout pas suivi la courbe verte, et on a revoté une autre loi, et cette loi, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle part du point où on est, qui n'est pas aussi bas qu'il l'aurait dû si on avait suivi la loi de 2015, mais on se redonne à peu près le même type d'objectif, c'est-à-dire qu'on fait des lois qui font la constatation qu'on n'a pas fait grand-chose et qui rendent la trajectoire de plus en plus verticale, de plus en plus difficile à atteindre pour atteindre le même objectif. Je pense que cette courbe-là, qui est une courbe officielle présentée par les pouvoirs publics, hein, montre la grande difficulté que nous avons à appliquer ce que nous voulons appliquer, à faire ce que nous disons que nous allons faire et à ne pas faire au bout du compte ce qu'il faut faire pour y arriver. Voilà, ça sera ma conclusion. Je suis désolé de conclure sur un point un peu négatif, mais je pense qu'il faut réaliser qu'aujourd'hui, sur ce panorama extrêmement rapide que je vous ai fait au niveau de l'énergie, du climat, de l'énergie et du rôle du bâtiment, vous voyez que nous sommes encore assez loin d'être capables d'atteindre les objectifs que nous voulons atteindre. Je vous remercie de votre attention et je pense que j'ai à peu près tenu les horaires. Merci beaucoup.